Et yo, on est live sur le KSU Show. Aujourd'hui, j'ai un guest spécial pour vous, Anthony Lespade. C'est un préparateur mental et qui est professeur X. Il rentre dans votre cerveau, le manipule et le rend meilleur. Anthony, comment tu vas, mon gars? Ça va très très bien, toi. Merci de me recevoir aujourd'hui. Ça va très bien. Merci à toi d'être présent. Je voulais faire ce podcast et je pense que c'est un bon podcast pour clôturer l'année avec un guest spécial. J'aime bien donner une petite backstory à chaque fois pour expliquer comment j'ai connu mon guest, pourquoi j'ai décidé de le ramener sur le podcast. Comme tu le sais, je ramène pas beaucoup de guests, mais j'essaie de ramener des gens qui sont intéressants selon moi et qui ont des choses à apporter. Du coup, Anthony et moi, on collabore ensemble sur la préparation globale, si je puis dire, d'un athlète, grâce à toi, hein, qui m'a contacté. Et comme je te l'ai dit avant, off-air, j'étais impressionné par la qualité de ton travail, la mise en place, la présentation, tout ce qui a été fait en amont. Et du coup, ça m'a intrigué. Déjà, ça m'a intrigué parce que je travaille avec plusieurs athlètes du très haut niveau depuis plusieurs années. Et j'ai déjà entendu parler de préparateur mental, mais j'ai jamais vraiment su ce que c'était. C'est vraiment une chance sur laquelle je suis assez ignorant. Et je sais que tu travailles également sur certains développements cognitifs, également un sujet sur lequel je suis ignorant. Et pour être très honnête avec toi, j'ai certains a priori, mais je me suis jamais vraiment exprimé sur le sujet. On m'a déjà posé des questions, tout simplement parce que je suis pas assez calé. Et c'est ma personnalité. Quand je suis pas assez calé, j'essaie d'observer, j'ai des idées, et puis après, on échange. Donc, je me réjouis d'en apprendre plus sur ta science. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Et voilà, de débattre éventuellement avec toi pour que tu m'éduques sur le sujet, Ouais. moi et l'audience du KSU Show. Donc, pour ceux qui ne te connaissent pas, Anthony, est-ce que tu pourrais te présenter un peu d'où tu viens, comment tu as commencé, quel est ton parcours dans les grandes lignes? Ok. Je m'appelle Anthony Lespade, j'ai 27 ans. J'habite actuellement à Bordeaux. Mais moi, je suis originaire plutôt du sud-sud, Pays Basque. J'ai une base de football, donc footballeur de base. Moi, dans la vie, je voulais une seule chose. Je suis un petit gars de la campagne, c'est être payé pour jouer au foot. C'est mon seul objectif. Pas très très bon dans les, pas très très bon dans les études. Donc, j'avais juste le sport comme stimulation et comme vecteur de cohésion aussi avec les copains. Le foot, ça s'est plutôt bien passé jusqu'à arriver à un seuil centre de formation. Et puis là, ça l'a plus fait pour moi. J'ai mis ça sur le dos d'une blessure, mais j'ai appris plus tard que c'était une grosse fracture du mental qu'on appelle dans le milieu. Je ne le savais pas du tout à l'époque. J'étais terrorisé par le regard des autres et j'étais tétanisé. Profil type du mec qui arrive uniquement à s'exprimer à l'entraînement, mais en match, il fait rien. Il y a eu un petit trou dans ma vie à ce moment-là. J'étais même pas encore majeur, à peine au lycée. Une fois le bac en poche, il fallait bien que je fasse quelque chose. La seule chose qui me stimulait, outre le sport, c'était l'histoire, la géographie, les voyages. Donc, j'ai commencé à voyager très tôt, pardon, dès la sortie du lycée. Donc, je suis parti m'exiler en Australie. Maintenant, il y a beaucoup de Français là-bas qui font ce choix-là avec des PVT. Tu as des holiday visa. C'est très simple d'aller vivre là-bas. Moi, c'était à l'époque, c'était en 2013-2014. Découverte du monde à l'âge de 18 ans. Incroyable. Piqué par le virus du voyage, c'est un cliché, mais vraiment piqué par le virus du voyage. Et je me suis mis en quête après ça. Ok, j'ai pas pu être payé pour jouer au foot. Je veux maintenant essayer d'être payé pour voyager. Donc j'ai essayé de trouver toutes les manières possibles pour être payé pour voyager. J'ai fait plein de recherches sur Internet, comment ça se passait. J'ai essayé à l'époque, en 2015, d'ouvrir un blog de voyage pour faire un peu la vie du digital nomade. Maintenant, c'est très à la mode, mais à l'époque, il fallait faire des formations pour faire des blogs, etc. Et je me suis planté complet parce que j'étais pas du tout fait pour ça. Mais ça m'a permis quand même d'aller sur le terrain et me dire, il faut bien que j'ai des choses à raconter aux gens. Donc, je vais prendre mon sac à dos et voyager un petit peu partout. Donc, pendant 2-3 ans, j'ai traversé certains pays en autonomie, tout seul pour découvrir le monde et m'éduquer aussi. J'ai toujours été très très fan de sport, donc à chaque fois que j'allais dans une destination, j'essayais de pratiquer le sport local, essayer de m'imprégner de la culture. Mais à cette époque-là, la prépa mentale, c'était vraiment zéro. Je connaissais rien du tout. Je faisais à peine une petite introspection sur moi-même et j'apprenais à peine à me connaître. Et après, j'ai voulu quand même passer aux choses un peu plus sérieuses, essayer de professionnaliser mes voyages. Donc, j'ai trouvé le métier de guide qui était plutôt intéressant et je me suis formé après dans une école de tourisme pour devenir guide de voyage. En Et donc, Australie, ça. non, ça, c'était en France.
Ok. Ouais, j'ai obtenu un diplôme français pour être guide de voyage. Et après, je suis reparti sur les routes pour guider des voyages à vocation plutôt culturelle au début. Moi, c'est quelque chose qui me passionne, l'histoire de l'art, la géo, etc. Donc, c'était Mhm. des voyages plutôt classiques. J'étais spécialisé sur les grands tours d'Italie, un peu de Scandinavie, etc. Mais le côté voyage très voyage de masse, ça commençait un petit peu à me peser. Je commençais à faire le tour aussi un petit peu. C'était pas vraiment en adéquation avec mes valeurs. Tourisme de masse à fond et puis beaucoup de responsabilités. Donc j'ai voulu remettre du sport dans mon quotidien et j'ai trouvé une formation qui est au Canada, donc à Montréal, pour être guide de voyage d'aventure. Donc sur le papier, c'est stylé, mais ça l'est vraiment. C'est une école, c'est vraiment comme un Poudlard en plus. C'est un immense château situé à la limite de Montréal qui te permet de te former à tout un tas de disciplines, être guide de kayak, guide de canoë, guide de survie, guide de voyage à chien de traîneau, motoneige, etc. Une formation très militaire, très engagée, parce que le mantra là-bas, c'est d'être confortable dans l'inconfortable et de produire du 5 étoiles dans un environnement qui est plutôt extrême. Et donc là-bas, découverte incroyable, gros travail sur moi-même parce que toute l'année, on est dehors, on dort constamment dehors, qu'il fasse 10 degrés ou moins 40. On explore ses limites et c'est là que je suis tombé amoureux de tout ce qui est tourisme polaire. Mhm. Et après, j'ai continué là-dedans, me spécialiser un petit peu plus sur les destinations polaires. Et après, j'ai embarqué Total et j'ai guidé certaines expés. Et c'est là que la prépa mentale est arrivée en vivant, je pense que tu es bien placé pour le savoir, en débarquant en Amérique du Nord. Je trouvais les gens, en plus, ils parlaient français, mais ils sont pas français, eux. Il y a quelque chose dans leur mentalité, dans leur manière de voir les choses, leur mindset, leur manière aussi d'approche du leadership qui est pas comme nous. Et j'ai voulu m'imprégner de tout ça et commencer à découvrir cette mentalité nord-américaine. Donc, tout simplement en commençant avec du développement personnel, certains bouquins, en plus en passant certaines petites formations, mais que du contenu gratuit. L'idée de base, c'était d'amener dans les voyages que je guidais et dans les expés qu'on faisait une dimension un peu plus prépa mentale. Mais à l'époque, je ne savais même pas mettre le mot dessus. Juste pouvoir donner certains outils, certaines clés aux clients qui était présent lors du voyage parce que on va sortir de sa zone de confort et donc l'ouverture vers la prépa mentale ça a été ça et après ça a embarqué totalement à 100% dans ma vie parce que quand je suis rentré en France j'ai voulu vraiment me diplômer, donc j'ai passé une formation de préparation mentale et suite à ça quelques temps plus tard le Covid a embarqué, donc effondrement du tourisme. Et donc là, plus de choix, fallait que je me lance à 100%. Et depuis, j'ai pu remis un pas dans le tourisme et à fond dans la PM. Et avec, comme tu l'as dit, une petite spécialité pour tout ce qui tourne autour des neurosciences et de l'entraînement cognitif. Nice, nice. C'est une sacrée histoire en tout cas. T'es Ouais, parti un peu dans tous les sens pour revenir au final vers quelque c'est chose ça, c'est ça. qui te parle, mais il y a eu certains points communs, d'après ce que j'ai compris, lorsque tu es dans ta formation qui est très militaire, etc. Tu as déjà un Mhm. certain développement personnel qui se fait. Il y a cet aspect mental que tu commences à développer et petit à petit, tu te diriges vers où tu vas arriver. Et du coup, t'as quel âge dans tout ça? T'as fait plein de trucs, t'as quel 27. âge? T'as 27. 27. Ah ok, t'as commencé tôt, donc 18 ans, t'étais déjà Ouais, ouais, ben, parti. dès après le bac. Et puis après, tu vois, c'est l'histoire d'un petit mec de 18 ans qui traverse la vingtaine en essayant de travailler sur lui-même, en découvrant un peu le monde. Et moi, les études, c'était très compliqué. Si on Mhm. m'avait dit que j'en arriverais là aujourd'hui avec les certifs que je passe aussi, jamais j'aurais cru. Ouais. Mais c'est dès que tu trouves une passion et quelque chose qui t'accroche, après, c'est nos limites, quoi. Ouais. Non, mais tant que tu es régulier, je suis persuadé que tu peux pas échouer. Tu vois, ça, c'est Mm, vraiment mm. ma conviction personnelle. Et la plupart des gens qui échouent, c'est parce qu'ils ont pas été réguliers et ils n'ont pas poussé le délire. Lorsque ça devient difficile, c'est là qu'il faut continuer. Et c'est là que les gens ont vraiment des résultats. Du coup, quand tu me parles de préparation mentale, j'imagine que la plupart des gens ont la même réflexion. C'est très vague comme sujet. Si toi, tu venais Ouais. à définir ce qu'est la préparation mentale et quel est le travail un préparateur mental, qu'est-ce que tu nous dirais? C'est un métier qui est émergent. Bon, il est pas tout jeune non plus, mais on en entend de plus en plus parler, de par les réseaux sociaux aussi, et je pense aussi
les compétitions internationales. En France, on entend plus parler de santé mentale aussi après le Covid par rapport aux athlètes, etc. Mhm. Donc plus de préparation mentale. Il y a aussi l'apport des Jeux Olympiques qui amène ce vent-là. Mais la préparation mentale, c'est un métier qui n'existe pas en France. Déjà, j'aime bien commencer par ça. C'est-à-dire qu'il y a des certifications, mais le métier n'est pas reconnu. Donc le boucher du coin peut être préparateur mental du jour au lendemain. C'est ce qui amène aussi pas mal de dérives dans le métier parce que tout le monde peut l'être et tout le monde peut aussi faire des formations pour apprendre à d'autres personnes à être prépa mental. Et c'est pour ça qu'il y a pas mal de personnes, souvent c'est blanc-noir, qui ont beaucoup d'a priori, soit qui ont une mauvaise expérience avec des préparateurs mentaux. Mais la prépa mentale, moi je le définis comme un ensemble d'outils et d'habiletés mentales qu'on va donner à un athlète ou pas forcément un athlète, hein, qu'il soit professionnel ou amateur, tout le monde peut pratiquer, faire de la prépa mentale, mais surtout pour trouver l'équilibre entre la performance et le bien-être. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, l'équilibre entre la performance et le bien-être, et je le vois tous les jours. On est totalement dans une société où on parle que performance, 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 et on oublie trop aussi le bien-être. Et un athlète qui va trop développer sa performance et laisser le bien-être de côté, c'est de la performance qui va être très courte. Et Mhm. après, il va souvent se manger un mur. Et dans la préparation mentale, tu as plein de disciplines, plein de spécialités. Les plus connues peuvent être, il y a un peu d'hypnose, il peut y avoir aussi un peu de PNL, ça peut être de l'entraînement cognitif, il y a plein d'autres spécialités. Et les préparateurs mentaux sont soit généralistes, ou soit il y en a qui vont se spécialiser dans une discipline comme j'ai fait avec le neuro. Ok, nice. Et du coup, t'as parlé du fait que c'était principalement, c'est moi qui ai fait cette supposition ici. Est-ce que c'est quelque chose qui est principalement pour les athlètes ou est-ce que monsieur, madame, tout le monde peut en bénéficier également? Tout le monde peut en bénéficier, hein. Vraiment, on parle de préparation mentale avec les athlètes, mais la frontière aussi avec le développement personnel sur certains concepts, elle est fine. Mais Mhm. tout le monde peut avoir un préparateur mental. Vraiment, j'ai des clients qui sont pas du tout athlètes. Après, on va avoir quand même le sport comme fil conducteur, mais il y a Ok. aussi des PM, enfin PM préparateurs mentaux, qui sont aussi spécialisés dans le monde de l'entreprise. Ça marche très très bien Mhm. parce Ouais, tout ce que qui il est y a... performance aussi, Ouais, l'aspect c'est ça, performance. Ouais, ok. c'est ça, Ok. Et quand tu parles exactement. d'allier la performance et le bien-être, j'imagine que tu parles de bien-être mental, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ok, Mm. parce que c'est vrai, c'est un aspect que les gens discutent pas, toi qui travailles avec des athlètes du haut niveau également. C'est pesant. Les gens se rendent pas compte que c'est difficile, que ce qui fait qu'un athlète de haut niveau est là et est en train de performer, c'est que malgré qu'il ait un souci, que ça soit mental ou que ça soit physique, eh bien, le gars, il doit y aller, il va performer. C'est des gens qui détestent perdre également. C'est des gens qui ont une pression Mm. sociale également et environnementale dans le sens tout leur environnement, leur famille, tout ce qui est les médias, etc., qui sont sur eux. Est-ce que toi, donc du coup, tu travailles sur tout ça, sur le fait de gérer cet aspect externe qui va les atteindre. Si c'est le cas, comment tu procèdes? Ou si je devrais commencer, peut-être ma question à formuler, c'est comment ça se passe quand un athlète vient te voir? Quel est le processus lorsque la personne vient te contacter? Bah, comme tu l'as dit déjà, l'aspect bien-être, les athlètes ont pas souvent l'habitude d'en parler. Et même Ouais. déjà, plus généralement, les athlètes, ils n'ont pas souvent l'habitude qu'on les écoute. Ils sont pris dans la frénésie du développement de leurs capacités, de la compète, etc. Mais leur bien-être, des fois, passe au second plan. Donc, tout ce qui est question de gestion des émotions et de lâcher prise, ça peut Ouais. être déjà un petit peu flou pour eux. Ils en parlent très peu. Mhm. Euh, moi, je- je tr- j'ai mis vraiment ce que j'aime, c'est vraiment protocoler, que ça soit clair, précis et d'utiliser des méthodes qui fonctionnent. Donc, j'observe énormément ce qui se fait en préparation physique et Mhm. j'essaye de prendre les mêmes squelettes, que ce soit de périodisation ou de programmation en préparation physique, mais pour l'appliquer à la préparation mentale avec mes concepts. Donc, Ok. moi, c'est très simple. Quand un athlète vient me voir, il y a une première approche, un premier rendez-vous, donc une anamnèse avec lui, on va apprendre à se connaître. Lui doit aussi me connaître et moi, je dois aussi le connaître. On va d'abord créer du lien. Et c'est là aussi où j'observe deux choses. C'est est-ce que je peux lui correspondre et est-ce que dans sa démarche où il vient me voir, est-ce que c'est de moi où il a besoin de quelqu'un peut-être qualifié sur autre chose.
peut-être même besoin d'un psychologue. Et c'est déjà là fixer les limites de mon métier parce que je suis pas psychologue, je suis préparateur mental. Je travaille en collaboration et main dans la main avec des psychologues. Et c'est à ce moment-là où je peux faire aussi une certaine passation pour bosser avec un psychologue sur un athlète. Et Mhm. après, c'est une grosse phase d'évaluation qui peut me prendre plus ou moins de temps en fonction de l'athlète. Et donc là, on va passer sur des questionnaires psycho, prépa mentale. Ma méthode m'amène aussi à faire évaluation cognitive. Je fais aussi un peu de cartographie, donc des électroencéphalogrammes chez certains athlètes. Et en fait, je fais une confluence de données, même un peu d'analyse aussi neuroposturale, une confluence de données de tout ça qui m'amène à déjà mettre en exergue ce que moi je pensais de l'athlète, ce que lui a répondu sur le questionnaire et ce que les tests décrivent. Et on Mhm. met tout ça dans un shaker, et puis après, ça m'amène à une programmation, et en fonction de ses objectifs, en fonction de ses résultats, ben, je mets en place une programmation jusqu'à la seconde évaluation, parce que le but, c'est s'entraîner, évaluer, s'entraîner et se réévaluer. Ok. Et à quel moment toi, tu estimes, peut-être avec ton expérience, tu sauras dire, pas forcément parler d'un cas bien précis, mais dire, ok, là, ça sort de mon domaine de compétence. À quel moment tu te dis, ok, là, c'est plutôt, ça tombe plutôt dans le domaine de compétences d'un psy et pas du mien. Parce que c'est vrai que quand on parle de préparation mentale, tu as parlé du côté émotionnel, tu as parlé de tout Mm. ça. Je me dis, dans ma tête, il y a directement le psychologue qui vient en tête. Et à quel moment on place une limite ou à quel moment, même si un athlète là nous écoute, se dit, ok, ça, c'est plutôt le taf de mon prépa mental, ça, c'est plutôt le taf de mon psy. Ah ben, euh, la frontière, des fois, elle peut être fine. Je sais qu'il y a beaucoup de prépa mentale qui vont des fois franchir cette frontière-là. Je pense que ça dépend énormément de la relation que tu as avec l'athlète. Mais il faut respecter une déontologie, un cadre bien précis. C'est hyper important. Les psychologues ont des années d'études que nous on n'a pas forcément. On a des choses aussi que eux n'ont pas. Moi, je préfère travailler main dans la main. Et je le ressens quand il y a des choses qui me travaillent trop, et puis j'accepte aussi de dire des fois que je ne sais pas à l'athlète. Après, bien sûr, ben, quand tu entends des dingueries, tu sais que là, ça Ouais. active quelque chose. Et sinon, dans les questionnaires que l'on fournit, il y a des réponses bien précises, ou si tu vois qu'il y a des réponses positives à certaines choses, là, il faut tendre vers autre chose ou à se faire accompagner par quelqu'un d'autre aussi. Mhm, mhm. Bon, après, c'est vrai que la frontière, elle est fine, comme tu le dis. Même nous, en tant que personal trainer, Ben oui. on va agir un peu en tant que psychologue dans certaines circonstances. Donc, c'est vrai que c'est difficile de dire, OK, non, Mm. là, écoute, bah, il faut, dis-moi rien, dis-moi-en pas plus, va parler à ton psy. C'est vrai que c'est particulier. Je pense que c'est plutôt, comme tu l'as dit, le positionnement dans les conseils que tu vas donner, ou comment tu vas te positionner par rapport au fait de rester dans la neutralité ou donner une direction. Je pense que c'est ça qui fait la différence dans le professionnalisme. Exactement. Et puis, quand on te délivre quelque chose, que ce soit une émotion, que ce soit on te parle, on te dit quelque chose, il faut savoir le digérer et en faire quelque chose. Et quand tu sens que, par exemple, l'athlète t'a dit quelque chose et tu vas pas savoir quoi en faire et c'est trop lourd à porter, Ouais. c'est là où tu vas le sentir qu'il va falloir passer la main. Mais là aussi, en psycho, il y a énormément de techniques aussi, donc, comme en prépa mentale. Donc, moi, j'ai plutôt tendance à dire qu'il faut qu'on s'entoure tous ensemble, et c'est Ouais. vraiment ma vision dans la performance, créer de la synergie entre tous les acteurs, Mhm. créer des écosystèmes autour des athlètes, Ouais. que plutôt être chacun de son côté, quoi. Ouais. Non, moi, je suis comme toi et c'est ce que j'ai apprécié aussi chez toi, le fait que tu m'aies contacté aussi pour la prépa globale de cet athlète, parce que je pense vraiment qu'on a nos domaines de compétences Mm, et que ceux qui veulent tout faire en général font rien de bien. Après, bien entendu, il y a des positions dans lesquelles parfois on doit, voilà, à cause de certaines circonstances, on doit sortir de notre domaine de compétences mm. dans ce qui est acceptable, bien entendu. Mais si on a la possibilité de le faire, ou en tout cas si un athlète a la possibilité de le faire, créer son écosystème autour de lui, je pense que c'est le meilleur truc à faire. Chacun est compétent et c'est comme ça qu'il va en tirer les bénéfices. Du coup, quand un athlète vient te voir, tu fais ces évaluations, etc. Toi, tu as la spécialité, on va aborder tout ça dans un instant. Euh, quel est le résultat auquel l'athlète peut s'attendre? Parce que l'athlète vient te voir et se dit, OK, je prends, parce que quand tu prends un préparateur physique, OK, je sais, je vais améliorer ma performance, Mm. souvent c'est objectif. Euh,
quand un athlète vient te contacter, est-ce qu'il y a des mesures objectives que tu vas utiliser qui vont montrer des résultats? Qu'est-ce que tu vas offrir concrètement à l'athlète? Euh, c'est vrai que la prépa mentale, ça peut paraître un petit peu, euh, comment dire? C'est vrai que la prépa mentale, des fois, ça peut ne pas paraître très tangible. C'est souvent l'athlète qui s'auto-évalue et qui va te dire comment il se sent. C'est Ouais. pour ça que moi, j'essaie de Et mettre le... ça a beaucoup de valeur, je me permets de Ouais. t'interrompre, parce que souvent, on est dans un monde de data, justement, où Mm. tout doit être quantifié, tout doit être chiffré, et c'est pas parce que quelque chose est subjectif que ça n'a pas de valeur. Donc c'est intéressant de le mentionner, mais pardon, je te permets Ouais, de non, mais je t'en continuer. prie. Et exactement comme tu as dit, mais moi j'ai besoin de savoir aussi au début son niveau de lucidité par rapport à ce qu'il ressent. Mhm. Que ça peut être sur ses performances, sur ses émotions, sur aussi son hygiène de vie, etc. Mais au début, je ne sais pas si il se surévalue ou il se sous-évalue. C'est pour ça que moi, mes premiers entretiens avec lui, plus ce que je vais pouvoir comparer sur mes questionnaires, je vais déjà me faire une petite idée. Ok, est-ce que ce mec-là, il se surévalue ou il se sous-évalue? Et ensuite, ça va pouvoir me donner un axe de travail. Mais c'est vrai qu'à la fin de mes questionnaires, et j'en fais passer tout un tas, pas mal d'évaluations, c'est hyper important pour moi de prendre le temps sur cette phase de bilan. Mhm. Et j'essaye de me former à tous les piliers de la performance, que ce soit avoir pas mal de notions sur le sommeil, la nutrition, l'entraînement physique, sans être un expert et marcher sur les plates-bandes des autres, au contraire, Mhm. juste pour, dans cette phase d'entretien, avoir des petites lumières qui s'allument. Ah, ça, c'est pas carré. Ça, c'est pas bon. Et ça peut venir ici. Et je pense que toi, tu dois très bien le savoir. Tout est tellement connecté Mhm. dans le corps humain que des fois, tu peux partir sur un terrain, mais en fait, c'est juste un truc en nutrition qui va pas ou autre chose là. C'est pour ça que ma vision, c'est on doit s'entourer d'experts autour de l'athlète. Et je sais très bien qu'il y en a qui vont dire, ouais, mais moi, j'ai pas les moyens d'avoir tout un tas de personnes autour de moi. Ouais. Et il y a plusieurs degrés de faire ça. Mais Ouais. c'est ce que je constate au quotidien. C'est dans cette phase d'évaluation que je vais faire, c'est au moins une fois dans ta vie, passe dans les mains de plusieurs experts avec plusieurs visions et tout le monde va donner un résultat. Mhm. Et avec ce résultat, tu peux avoir une programmation ou un axe de travail. Et c'est ce que je fais quand un athlète rentre Mhm. en coaching à moi. Je l'envoie chez l'orthoptiste, je l'envoie chez le posturologue. Il fait Mhm. une évaluation bioméca aussi. Il va chez l'ostéopathe. Mhm. Et en fait, toutes ces données-là me donnent des informations pour la suite parce que tout est tellement lié, tout est tellement connecté que c'est difficile d'effacer certaines choses ou Mhm. de sauter certaines choses. Mhm. Comme, bah, toi, tu vas le voir, comme la nutrition. Si tu ne poses pas certaines questions dans ces domaines-là, bah, c'est compliqué de continuer. C'est pour Ouais. ça que quand je forme des prépas mentales dans des écoles, je leur dis, mais ouvrez-vous, ouvrez les portes, que ce soit des choses très scientifiques ou même des domaines plutôt énergétiques et spirituels, Mhm. ouvrez quand même des portes. Allez Ouais. explorer tout ça et ça va vous donner plein d'informations. Nice, nice. En tout cas, moi, tu sais, ce qui m'a plutôt ouvert les yeux sur peut-être ce que c'était la préparation mentale, et on peut en discuter, et ce que j'ai trouvé intéressant, et peut-être que l'audience va apprécier ça, c'est que moi, j'ai reçu déjà tes fiches que tu as envoyées, et j'ai vu la façon dont tu organisais le tout, et je me suis dit, tu vois, tiens, c'est marrant parce que avant la préparation mentale, je voyais ça comme une science un peu wou-wou, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Sans manquer de respect, je voyais pas très, j'y voyais pas très clair. Mm. Et là, aujourd'hui, je te vois plutôt comme, tu vois, le manager de la personne, mais de l'athlète en tant qu'athlète, sans le côté business, vraiment le côté Mm. performance, tu vois. Parfait. Et t'as le manager qui va s'occuper des contrats, de tout l'aspect business, etc. Et t'as ce gars-là, en tout cas, moi, pour l'instant, je t'ai vu comme ça, et c'est comme ça que ça a été présenté de par l'organisation, la communication Mm. Mm. et tous ces aspects-là. Le gars qui vient, qui analyse l'athlète d'un point de vue objectif et qui se dit, OK, je vais combler les fossés qu'il y a dans ce domaine-là, dans ce domaine-là, dans ce domaine-là, dans ce domaine-là. Et pour moi, c'est vraiment sorti de cet aspect cognitif seulement, tu vois. Si je Mm. venais, j'ai pas envie de te limiter à ça parce que c'est l'image que moi j'ai reçue de toi en disant, OK, le gars là, c'est le gars qui arrive à voir ce que les autres dans son entourage n'arrivent pas à voir et que lui-même n'arrive pas à voir pour qu'il puisse améliorer sa performance. Et ça consiste également à avoir ce rôle de manager quelque part, ce rôle Wow. organisationnel. On Et ça, je coordonne trouve la intéressant. performance, ouais. Mm. Voilà. Est-ce que tu pourrais nous en parler? Parce que je trouve que tu as parlé de plein de trucs là, mais c'est ce que moi j'ai relevé de plus Ouais. intéressant jusqu'à maintenant. Tu vois, c'est de me dire, OK, le gars, il a cette fiche sur l'athlète,
et il se dit, OK, ça, il manque un truc là, il manque un truc là. Ce truc-là, c'est Kevin qui va le combler. Ce truc-là, c'est l'autre qui va le combler. Ce truc-là, c'est ça. Et en gros, c'est toi qui est le pilier, en fait, la tête pensante de l'athlète quelque part. Comme ça, le gars, il peut se concentrer que sur la performance. Est-ce que j'ai cette vision de ton métier qui est correcte ou c'est toi qui Non, endosse ces rôles en plus? c'est ça, tu as une certaine vision parce que la situation me l'a permis aussi. Je vais arriver certaines fois pour accompagner certains athlètes et tout est bouché autour de lui. Donc là, il faut sûrement pas arriver avec ses grands sabots et vouloir tout changer du jour au lendemain. Il faut arriver vraiment petit à petit, essayer de faire son audit, un bilan situationnel et après mettre en place des choses. Euh, c'est intéressant quand on vient avec un gros coup de poing, tout changer, mais de mon expérience, c'est des fois pas la bonne solution. Je préfère la progression lente, mais qui est tout le temps progressive, que plutôt tout changer du jour au lendemain. Et c'est vrai que quand ben, il y a des trous, ben, j'aime bien m'y installer pour pouvoir les combler. Et c'est vrai que j'adore prendre un pas de recul et m'intéresser, comme je t'ai dit, à tout l'univers de la performance pour avoir un œil critique sans forcément y prendre part, mais plutôt m'accompagner, me faire accompagner de personnes comme toi pour le coup. Mais c'est vrai que je vois tellement de dingueries chez les athlètes qu'il y aurait tout à changer. Mais on peut pas fonctionner tout le temps comme ça. Tu as des athlètes qui fonctionnent d'une certaine manière, c'est dégueulasse, mais ça marche. Donc toi, tu pourras rien faire tant qu'il n'arrivera pas au micro-traumatisme, c'est soit une grosse défaite, soit une blessure ou quelque chose qui permette une grosse remise en question et que toi, tu vas pouvoir t'engouffrer et proposer ton plan d'action. Et après, c'est ce qui fait aussi la beauté du métier. Tu as des personnes qui te font 100% confiance, mais il faut aussi travailler cette confiance-là. Mon métier, il n'est pas connu. Donc, c'est expliquer comment ça marche. C'est pour ça que je fais un gros travail aussi de personnalisation. Pour moi, tout doit être personnalisé à l'image du joueur, à ses couleurs, à son identité, pour qu'il prenne plaisir à regarder les fiches que je vais lui donner, parce que ça va être notre support de travail. Et c'est aussi le respecter que de lui donner des documents qui sont agréables à regarder. Et tout est fait maison, c'est de l'artisanal. Ça me prend peut-être beaucoup plus de temps que juste me faire un Excel, mais après, ça crée du lien et l'athlète est engagé dans le travail que l'on va mettre ensemble. Mais pour moi, tu l'as dit, hein, c'est un métier qui n'existe pas forcément en France. Dans certains centres de formation au foot, il y a ces postes-là qui sont les performance coach, un peu plus en Amérique du Nord. Mais c'est ça, c'est ce qui me plaît aussi, coordonner la performance et créer une team d'Avengers solide en fonction surtout de la personnalité de l'athlète. Et tu l'as vu, je pense que ça a bien matché, mais c'est parce que je savais, OK, cet athlète-là, il a cette personnalité-là, il lui faut ce coach-là, et il lui faut cette approche-là. OK, cet athlète-là, il est très spirituel, il lui faut plutôt une approche comme ça. Et on crée l'écosystème autour, et c'est comme les... Je sais pas si tu vois... j'ai cette image-là sur FIFA, les FIFA Ultimate Team. Quand tu mets des joueurs ensemble, ils ont des lignes vertes ou pas. Et c'est en fait, c'est les connexions que tu vas créer qui vont être hyper importants parce que moi, mon boulot, je le vois sur du long terme. Venir sur du court terme, tout changer, oui, il peut y avoir certaines choses qui se passent, mais c'est vraiment le long terme qui va faire la différence et l'accompagnement sur la carrière qui va primer, quoi. Nice, nice. En tout cas, moi, j'ai trouvé ça très, très intéressant et c'est que le début. En tout cas, je me réjouis de voir la suite. Du coup, on l'a dit, c'est un métier qui n'est pas connu. C'est un métier sur lequel beaucoup de gens ont des a priori, comme moi, j'imagine. Ouais. J'imagine que les athlètes, peut-être, ont entendu parler ici et là, mais les managers doivent avoir les mêmes a priori que moi. Comment tu rentres dans ce cercle-là? Comment tu as commencé à avoir ces premiers contacts avec ces athlètes et leur dire, hey, moi, je peux t'apporter un truc? Bah déjà, la vision qu'ils ont de la PM, c'est soit ils nous prennent pour des psys, soit ils nous prennent pour des gourous, soit ils nous prennent pour des coachs en développement personnel. Mais ils connaissent pas trop parce que avant qu'il y ait de plus en plus de formations, le seul cursus en France, c'était un socle, c'était en STAPS. Il y avait certaines notions de prépa mentale et si t'avais fait ça, tu pouvais être préparateur mental. Mais il y avait très peu de formations qui existaient, donc les personnes ne connaissaient pas. Soit tu avais un prépa physique qui avait cette orientation-là, donc il venait colorer son coaching, soit tu avais certaines personnes qui s'y engageaient à 100%. Le plus difficile et le travail laborieux, c'est l'éducation.
on est en train de créer le chemin et de tout débroussailler pour la suite. Dans 10 ans, ça sera beaucoup plus facile. Mais c'est important de bien éduquer avec une bonne déontologie et une bonne vision de la prépa mentale. Parce que pour moi, ils nous confient ce qu'ils ont de plus précieux, c'est leur cerveau. Et les athlètes, des fois, ils font pas la différence. Pour eux, tu es juste un expert du cerveau et tu dois être un expert du cerveau. Et donc, ce qui m'a pas mal aidé, c'est la transparence à 100%. J'ai toujours tout communiqué, tout envoyé, quitte à me faire refouler par les clubs, les centres de formation, les académies, etc. Non, on veut pas voir ton travail, on veut pas voir ce que tu fais avec notre athlète, mais j'ai toujours tout communiqué. Et enfin, un beau jour, il y a bien quelqu'un qui veut observer ton travail, qui dit ben, ça peut être intéressant, qu'est-ce que tu as à me dire? Mais si on veut avoir une approche un peu plus aussi business, moi je voulais vraiment aller dans le haut niveau. Et donc, au début, ben, tu n'as pas de réseau, personne ne te fait confiance, les gens ne savent pas quitter. Donc, je me suis dit, ben, je vais m'entourer d'une personne qui travaille déjà avec des athlètes de haut niveau, c'est un préparateur physique. Et ça, je n'ai plus lâché cette vision-là de travailler quotidiennement avec un préparateur physique. C'est tellement complémentaire. Une fois que le prépa physique a accepté et m'a fait rentrer un petit peu dans son écosystème, ben, j'ai tout simplement dit à des athlètes, viens, est-ce que tu veux tester ça gratuitement? Tu regardes ça, j'ai des choses à te montrer, à te faire faire. Et puis après, si tu fais du bon job, ben, l'athlète, il va en parler autour de lui. Et puis ça commence aussi comme ça. Mais comme c'est un métier pas connu, tu es obligé un petit peu, entre guillemets, de vendre tes fesses au début. Mais c'est normal. Comme tous Parce les que métiers en vrai, du service. exactement. C'est ça. Je vois tellement des gens qui arrivent, les grands sachants, alors qu'on a tous fait. Moi, si j'ai appris des choses, c'est que je les ai appris quelque part. J'ai rien inventé. Mais qui, eux, ont cette vision-là de je suis le grand sachant, non, je veux de suite viser l'élite. Sauf que ça marche pas comme ça. Et je me rends compte que tu prends autant de plaisir avec un sportif amateur que des fois un sportif de très très haut niveau. Ouais, bien sûr, bien sûr. Ouais, mais c'est intéressant en tout cas déjà de montrer que toi aujourd'hui qui travailles avec des athlètes de haut niveau, tu dois sonner taper à 1000 portes pour qu'éventuellement il y en ait une Ouais. qui s'ouvre. Et quand une s'ouvre, eh bien c'est là qu'il faut vraiment délivrer et montrer que tu es capable Et de puis performer. le cognitif a aidé aussi parce que moi j'ai voulu toujours quantifier ce que je faisais. Et donc, c'est pour ça qu'au début, certains concepts en prépa mentale, tu peux les quantifier via des questionnaires. Mais moi, ce qui m'emballait, c'est l'entraînement cognitif. Je voyais des mecs, même outre-Atlantique, qui tapaient sur des lumières de réactivité. Je me disais, mais c'est quoi ça? C'est la NASA, c'est le futur. Moi aussi, je veux faire ça. Et comme tout le monde, j'ai acheté ces plots-là, mais je ne savais pas les utiliser. Mais Ouais. c'est sûr que l'athlète, quand il voit ça de l'extérieur, il fait ah ouais, ce gars-là, il a de la tech, il a du matos. Quand je me rends compte aujourd'hui, c'était que du bullshit. Mais à l'époque, je ne le savais pas. Mais ça m'a permis aussi de fédérer, de créer des liens avec l'athlète parce que j'avais une approche un peu plus pratique et un peu plus terrain. Ok. Du coup, ça nous permet de transitionner vers ta spécialité. Comme tu l'as dit, vous avez différentes spécialités au-delà de tout ce qu'on a abordé jusqu'à maintenant. Ouais. Et toi, tu as parlé justement du développement neuro. Donc, j'ai cru comprendre qu'il y a un travail sur le système vestibulaire, visuel, etc. Est-ce que Mm. tu pourrais nous éduquer un peu sur le sujet? Bah, le mot entraînement cognitif, il est assez. Il regroupe pas mal de choses. Le mot neuro encore plus, parce que ben, neurosystème nerveux, donc un entraînement du système nerveux, entraînement cognitif, entraînement des fonctions cognitives. Mais c'est juste ça. Et après, il y a l'univers de la neurotechnologie, c'est avoir des outils et des applications qui te permettent de travailler tout ça. Et donc, tout cet univers-là est régi par la science des neurosciences. Et moi, c'est ce qui me manquait en sortie de formation. Je dis, putain, ça me manque de contenu scientifique sur comment fonctionne le cerveau. Et donc, je suis allé dans l'univers des neurosciences et j'ai pris un énorme mur. Un énorme mur. J'ai acheté plein de livres, etc. Indigestes, trop compliqué, une science beaucoup trop complexe. Et donc, j'ai essayé de me former petit à petit parce que le métier d'entraîneur cognitif ou de neurotraîneur, il n'existe pas non plus, c'est assez émergent. Les gens, comment ils voient l'entraînement cognitif? C'est des mecs qui sont avec des plots de réactivité sur terrain ou avec des coupelles de couleurs. Des personnes qui ont certaines technologies comme des lunettes ou des grands tableaux, des télés où il y a des tâches qui s'affichent. Ou alors une approche un peu plus neurologie fonctionnelle avec du travail avec les yeux, du système vestibulaire
vestibulaire où on va bouger la tête, on va loucher aussi. Les gens voient l'univers de l'entraînement du cerveau, du brain training, comme ça. Et en fait, ça regroupe énormément de domaines. D'une part, il y a l'entraînement cognitif, et après, il y a aussi la neurologie fonctionnelle. Ok. L'entraînement cognitif, c'est comme je te dis, développement des capacités cognitives de l'athlète. Mais l'entraînement cognitif... C'est-à-dire, si je me permets de continuer là-dessus, c'est-à-dire des capacités cognitives de l'athlète, est-ce que tu pourrais élaborer? Est-ce que c'est le fait de... Est-ce que c'est le decision making, le fait de prendre une décision? Est-ce que le plus rapidement possible? Qu'est-ce que ça veut dire en soi? Il y a plein de petites thématiques, mais moi, j'ai regroupé en 4 grandes thématiques. C'est tout ce qui est lié à l'attention, tout ce qui est lié à la prise de décision, tout ce qui est lié à l'inhibition, donc l'inhibition, la gestion des distractions, et tout ce qui est lié à la mémorisation. Et après, il y a énormément de sous-catégories, même dans l'attention, il y a plusieurs types d'attention, etc. On vient vraiment travailler ça. Mais si on regarde derrière, ce que c'est en fait sur la prise d'information, c'est juste, j'ai des capteurs sensoriaux. Ces capteurs-là, ils voient une information. Une fois que j'ai pris l'information, que ce soit de mon système visuel ou de mon système vestibulaire, etc., cette information, elle est intégrée. Et puis, il y a une réponse motrice. Et c'est ça aussi que l'on vient travailler. Et c'est ce que j'aime à dire, c'est qu'on voit plein de mecs sur terrain avec des lumières de réactivité, etc., etc. Mais si tes capteurs GPS, donc tes capteurs sensoriaux sont mal branchés, ben ça ne sert à rien. C'est pour ça qu'il y a aussi un gros travail, et là, c'est plutôt dans la neurologie fonctionnelle. La posturologie, c'est le travail des capteurs sensoriaux. Il faut que tu nous éduques là-dessus, Anto. Parce que c'est vrai qu'on a vu cette émergence de justement ces lumières qui ont été utilisées à des fins d'améliorer la réactivité de certains athlètes. Et beaucoup de préparateurs, justement, l'utilisent. Moi, j'ai toujours eu mes a priori par rapport à ça. Oui, c'est de la merde. Ok. Ok, bon. Si c'est Anto qui le dit, c'est pas moi qui le dis, ok? Mais déjà, je pense que la réactivité, elle est mal définie dans notre monde à nous, en tant que préparateurs, comme eux veulent l'utiliser. Parce que la réactivité, dans notre monde à nous, c'est une capacité qui est de structurelle. Et bien entendu nerveuse également. De toute façon, on ne peut pas séparer les deux. C'est la capacité à absorber de l'énergie et produire de l'énergie, enfin, retransformer cette énergie le plus rapidement possible. Et ça se fait à travers la structure de tes structures tendineuses, etc., de ton tissu conjonctif, et voilà, de ta capacité à produire de la force le plus rapidement possible. Et en fait, ça se fait pas forcément à travers le fait de simplement utiliser des lumières. Tu vois ce que je veux dire? C'était là où moi je trouvais que beaucoup de préparateurs physiques utilisaient ce truc parce que certes c'est engageant avec certains athlètes, mais je voyais pas la finalité derrière parce que les instructions fondamentales qui étaient importantes pour créer les adaptations qu'on cherche à créer, qui sont le développement de la réactivité, la force réactive telle qu'on l'appelle dans mon domaine à moi, eh bien c'était pas bien utilisé, tu vois. Alors quels sont les... Tu l'as dit, c'est de la merde. Pourquoi c'est de la merde? Et je l'ai fait aussi. Et je l'ai fait aussi parce que j'étais pas éduqué. C'est très difficile de s'éduquer parce qu'aujourd'hui, tu n'as aucune formation en France qui va te prendre par la main, qui va te dire il faut que tu achètes tout ce type de matériel-là et que tu utilises comme ça. Mais c'est méthodologie versus technologie. Aujourd'hui, la technologie est très marketée. C'est le domaine de la neurotechnologie, c'est hyper émergent et on va en voir de plus en plus. Des outils qui te permettent de décupler, comme ils disent, les capacités de ton cerveau. Et toi, comme tu travailles sur le cerveau, tu te dis, mais attends, mais moi, si je n'ai pas ça, si je n'ai pas cet outil qui décuple les capacités du cerveau, comment je fais? Et puis, tu l'achètes et tu vois un autre truc qui te dit ça. Et puis, tu te rends compte que tu vas juste poser ça sur le terrain et puis, tu ne sais pas forcément l'utiliser. Tous ces outils-là, sans méthodologie, c'est de la merde. Ces outils-là, avec une méthodologie adaptée, c'est comme tout, peut t'amener à certaines choses. C'est ça, il faut savoir pourquoi tu utilises l'outil, en gros, c'est ça. Exactement. Et il faut savoir aussi que le cerveau va réagir à la difficulté. On est des êtres ultra sophistiqués. On s'adapte très, très rapidement. Une lumière qui s'allume, ça va vite être très facile pour nous. Et il va rien se produire. Alors qu'on travaille la cognitive load et la duration. La durée et la charge cognitive. Et c'est ça qui est intéressant. Moi, ce que je travaille dans le fond, en fait, je vais d'abord, quand j'ai un athlète qui vient me voir, je vais me dire, est-ce que tous ces capteurs GPS qui prennent l'information de son environnement, donc là, on parle aussi de proprioception, est-ce que tout est bien branché? Ok? Je vais
avant de me dire, bah, attends, je vais travailler la prise d'infos sur terrain, etc., je vais m'assurer que les yeux, ben, ils fonctionnent bien. Ok. Donc, je vais faire certains testings. Par rapport à son équilibre, à sa statique, je vais aussi tester le système vestibulaire, donc l'oreille interne. Je vais faire aussi quelques tests de réflexes archaïques. Je vais regarder aussi, évaluer sa marche. Ce qui m'intéresse, c'est comment la personne capte son environnement. Est-ce qu'elle la capte de la bonne manière ou il n'y a pas moyen de brancher encore mieux certains GPS? Une fois que je m'assure que ces GPS sont bien branchés, soit je peux le faire, soit je me fais aider de certaines personnes, notamment des orthoptistes. Quand je fais certains testings visuels avec un athlète et je vois qu'il peut y avoir par exemple un défaut de convergence ou de poursuite, j'amène vers un orthoptiste. L'orthoptiste, c'est celui qui va travailler l'oculomotricité. Donc, les yeux peuvent bouger dans plusieurs directions. Il y a des muscles oculomoteurs derrière l'œil et on doit être capable de bouger les yeux ensemble à la même vitesse, dans la même direction. Et donc, s'il y a un petit défaut, ben c'est l'orthoptiste qui va régler tout ça. Avant même d'aller poser mes plots et faire du travail de réactivité, ça, c'est loin, c'est que la finalité. Si tu Ok. captes mal ton environnement, ben déjà, ça va être compliqué. Parce qu'il y aura forcément des compensations derrière tout ça. Hmm. Hmm. Euh, une fois que j'ai fait ça, eh ben, je vais prendre le sport. Quelles sont les demandes du sport? Quand il fait son sport, quand il est en compétition, ça dure combien de temps? Quels sont ses KPI? Ok. Là aussi, j'ai une information. Euh, je vais prendre les informations qui sont tout autour de moi avec ben, le prépa physique, etc., etc. Et après, je vais, en fonction des demandes de ce sport, proposer une programmation d'entraînement cognitif. Et moi, ma vision sur l'entraînement cognitif, c'est le BET, c'est le Brain Endurance Training. Si on tape entraînement cognitif sur Google, vous allez avoir, je sais pas, c'est peut-être moitié-moitié des validations, comme aussi des articles qui ne valident pas l'entraînement cognitif. Mais parce que le mot entraînement cognitif, c'est une boîte où on peut tout mettre. Je peux faire de l'entraînement cognitif avec des Lego. Je peux faire de l'entraînement cognitif sur une tablette. Je peux faire de l'entraînement cognitif avec du Sudoku. C'est c'est tellement plein de choses que c'est très difficile d'évaluer. Et c'est pour ça qu'il y a plein d'articles qui évaluent une méthodologie, mais qui n'évaluent pas l'ensemble de l'entraînement cognitif. Et c'est là où les personnes c'est un petit peu brouillé. Parce que quand je vais parler d'entraînement cognitif à quelqu'un, peut-être qu'il va penser, ah ouais, à l'époque, je jouais sur Nintendo DS, entraînement, Dr Kawashima, ça c'était entraînement cognitif. Un autre va dire, bah ouais, j'ai fait de l'entraînement cognitif, moi, avec des lumières de réactivité. C'est deux choses différentes avec deux méthodologies différentes sur deux supports différents. Donc c'est pour ça que c'est très difficile d'évaluer l'entraînement cognitif et vaut mieux partir sur de la méthodologie. J'utilise une méthodologie qui est validée sur de l'entraînement cognitif, de l'entraînement cérébral, qui s'appelle le BET, c'est Brain Endurance Training. Entraînement, travail d'endurance cérébrale. Si ton endurance cérébrale est de meilleure qualité, tu seras capable de digérer plus de tâches cognitives au quotidien. Au même titre que ton endurance cardiovasculaire, c'est exactement pareil pour ton cerveau. Et comment marche le travail d'endurance cérébrale? Il faut de la durée et de la difficulté. Si c'est trop simple, ça ne marche pas. Le cerveau est beaucoup trop avancé, sophistiqué pour ça. On est des êtres tellement sophistiqués qu'on s'adapte très rapidement à une tâche. Par exemple, la conduite. Au début, tu galères, tu es fatigué après ta première heure de conduite, mais parce que ça met tellement de choses en action. Tu as de la vision, tu as une notion de trajectoire, tu as une notion de vitesse, tu as une notion de mémorisation de ton trajet, tu as le haut du corps qui fait un mouvement, le bas du corps qui fait un autre mouvement, ta vision périphérique aussi. Ça met tellement de choses en action. On se dit, mais c'est fou. Mais on est tellement fort que maintenant, on est des experts de la conduite, on s'est tellement adapté qu'on est capable de checker son cellulaire en conduisant. Et c'est pareil pour tout dans la vie. C'est-à-dire que les lumières de réactivité qui vont juste te mettre une couleur, bah, ça va peut-être aller un temps, le temps de l'adaptation, mais après, ça va être beaucoup trop facile. Et ce qu'il faut, c'est de la durée, parce qu'on fait un travail attentionnel, un travail d'endurance cérébrale. Et dans notre quotidien, de plus en plus dans notre société, on digère les informations le plus rapide. On n'a plus l'habitude de rester focalisé sur une tâche, sur une durée élevée. Et donc, on va lâcher. Et c'est là où intervient l'endurance cérébrale. Quand tu as envie de lâcher, quand tu en as marre, quand la tâche est trop difficile et trop longue,
as cette envie de lâcher, mais c'est la force que tu vas produire à vouloir quand même te concentrer qui va faire la différence. Comme quand tu fais une sortie longue en course, au bout de 10 bornes, tu en as marre, tu veux rentrer chez toi, mais c'est les 5 derniers kilomètres où tu vas pas lâcher qui vont faire la différence. Et de développer ce travail d'endurance cérébrale permet de réduire la fatigue mentale au quotidien. Et ça, c'est une méthodologie qui est validée. Et donc, j'utilise on va pas citer une marque, mais des plots de réactivité, j'utilise des applications, mais comme support dans ma programmation et dans ma méthodologie d'endurance cérébrale qui respecte des règles précises où il faut un minimum de 20 à 25 minutes d'entraînement cognitif pour qu'il y ait un effet. Je respecte une charge en termes de difficulté. Si je ne respecte pas ça, c'est que je fais du vent. Mais tous les outils qu'on voit, neurotechnologie, etc., je les utilise pour ça. Mais ce n'est pas l'outil et la technologie dont je vais être dépendant et qui va faire tout mon boulot. C'est la méthodologie qui va faire la différence. C'est-à-dire que même si tu n'avais pas ces plots de réactivité, tu pourras avoir le même résultat parce que tu comprends fondamentalement comment utiliser cette méthodologie. Exactement. C'est pas parce que tu as la dernière... On parle en prépa physique, on en a discuté aussi de la Kaiser. Ça va t'apporter plein de choses. Ouais. Mais tu peux pas être dépendant que de ça. C'est ta méthodologie et ta vision et ton apprentissage qui va faire que tu vas pouvoir proposer quelque chose de solide. Et aujourd'hui, les gens sont dépendants de la technologie. C'est-à-dire qu'on va avoir de plus en plus de coachs. Déjà, la frontière, quand je suis sorti de la prépa, de l'école de prépa mentale, j'ai envoyé un formulaire à le plus grand prépa physique français, leur disant l'entraînement cognitif, est-ce que vous en faites, oui ou non? L'entraînement cognitif, qui doit le faire? Est-ce que c'est les prépas physiques ou est-ce que c'est les préparateurs mentaux? Et eux, 90% des réponses m'ont dit, gros, nous, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps de le faire, on n'a pas le temps de pousser tout ça. On va le faire un petit peu sur le terrain. Ils n'ont même pas la sensation de le faire, juste quand ils font des jeux avec des coupelles de couleurs. Pour eux, c'est de l'entraînement un peu cognitif. Ils rajoutent une difficulté à un exercice. Mais c'est pour ça que c'est très mal perçu, c'est mal utilisé, il y a peu de méthodologie, parce que cette méthodologie-là, elle n'est pas connue, elle n'est même pas française, et que, comme j'ai dit, l'entraînement cognitif, ça englobe tout un tas de choses qui sont validées, non validées, mais c'est très vaste. On peut entraîner son cerveau très, très rapidement en faisant n'importe quoi. J'ai une question pour toi. Du coup, parce que le vrai problème, peu importe la méthode qu'on utilise, que ce soit dans mon monde à moi, la prépa physique, ou dans ton monde à toi, la prépa mentale, c'est toujours la question de transférabilité. Tu vois, Oui. est-ce que tu te dis, OK, le fait d'utiliser ces méthodologies, est-ce que ça va avoir un transfert vraiment et c'est dur à prouver, hein, j'imagine bien, dans le sport de la personne en question? Et si, voilà, tu as sûrement ton idée sur le sujet, enfin, sûrement oui, parce que sinon tu le ferais pas, mais est-ce que tu as les retours justement de tes athlètes qui disent, ah ouais, je sens que je suis plus réactif là, ou peu importe, ma prise de décision est meilleure. Quels sont les retours de tes athlètes suite à ce genre d'entraînement et de préparation? Les retours, ils sont assez bons parce que déjà, il y a un travail attentionnel qui est fait. Moi, je travaille aussi bon, c'est autre chose, mais je fais du neurofeedback. Je suis certifié en neurofeedback. Le neurofeedback, c'est un outil. On va poser des électrodes sur le cuir chevelu avec du matériel clinique. On va pouvoir avoir une rétroaction et faire un électroencéphalogramme de l'activité cérébrale d'une personne. Et ça me permet aussi de pouvoir amener de la quantification à tout ça, une image de l'activité cérébrale de la personne. Ça les aide énormément. Comme quand des fois tu te poses des questions, est-ce que j'ai mal au coude, est-ce que là j'ai ci ou ça, tu vas faire une imagerie et ça peut t'amener certaines réponses. Ben, moi je fais pareil. Le transfert, ce qui va faire la différence, c'est qu'il doit être vraiment il doit y avoir un travail de fond d'endurance. Comme quand j'imagine un athlète vient te voir, bah, tu vas forcément des fois un peu faire travailler son cœur. Moi, je fais travailler son endurance cérébrale. Et après, en fonction de son sport, bah, je lui propose du travail qui est très ciblé en fonction de son poste
en fonction de son âge, en fonction de sa demande, en fonction de la demande aussi technique et de la demande aussi tactique. Mais il y a toujours un travail de fond qui est le travail BT, qui est le travail d'endurance cérébrale. Ce travail de BT se fait soit sur mobile ou sur tablette, soit sur mobile et sur tablette, il n'y a pas d'autre solution. Et c'est un travail à faire trois fois par semaine, qui est un travail attentionnel sur 4 thématiques, comme j'ai mis, mémorisation, attention, inhibition et prise de décision. Et c'est là où je reviens à ce qu'on s'était dit une fois, c'est la phase de screening. Toi, avant de proposer un programme, tu vas faire ton évaluation sur articulaire. Moi, c'est ce que je dois faire aussi. Avant de proposer un entraînement, je dois être sûr que les capteurs, les capteurs sont OK. Je dois dire que les yeux, c'est OK. Le système vestibulaire, c'est OK. La proprioception, c'est OK. Parce que s'il y a des choses qui sont mal branchées, ben, on va moins bien travailler. Et il va y avoir trop de compensation. Ok. Mais oui, le gain, il est incroyable parce qu'en plus, on quantifie tout ça, on a énormément de data et ça ne sert à rien de faire de la data pour de la data. Mais ouais, le travail attentionnel, franchement, et moi, je m'entraîne aussi énormément sur ça, tu prends une énorme claque. On n'a Ouais. plus l'habitude d'être focus un laps de temps, on se déconcentre très vite, on est tout le temps happé par telle et telle notification. Et des Ouais, ouais. fois, je propose des tâches, donc c'est du travail avec des tâches qui sont validées. Et des fois, tu pètes 30 minutes face à une tâche et tu pètes un câble. Mais parce que c'est là la vraie difficulté de pouvoir se concentrer, que l'endurance se fait. C'est intéressant. En tout cas, moi, ce que je retiens déjà d'intéressant, hein, peu importe ce qu'on en pense, je trouve que la systématisation est intéressante de par le fait que il y a de l'isolation. C'est ça que j'ai Mm. déjà apprécié parce que moi, selon moi, c'est le meilleur travail qu'on puisse faire, peu importe le type de préparateur qu'on est, mental ou physique. Moi, j'ai foi que tout se passe dans l'isolation dans un premier temps. Ce que tu as dit, c'est qu'on isole un système, que ça soit le système visuel, vestibulaire, peu importe, Mm. et avant de vouloir l'intégrer. Donc, il y a de l'isolation avant l'intégration et ça, je trouve très intéressant. Pour la petite anecdote, j'ai entraîné justement comment tu appelles ça, les personnes qui s'occupent du système visuel? Euh, Ortho, Orthoptiste. orthoptiste, voilà. Et c'est marrant parce que je parle de ça en 2017 et elle faisait ça, elle me disait, ouais, on doit entraîner ses yeux également. Et le genre d'entraînement, c'était vraiment ramener ses yeux en fin d'amplitude de mouvement, en fait, ce que tu vas Ouais. retrouver parfois dans mon travail, mais à un niveau voilà, musculaire, articulaire. Là, c'est pareil, ben, hey, on ramène jamais ses yeux justement dans des Mm. extrémités, alors que on est censé avoir cette vision périphérique. Et c'est vrai que Mm. parfois, j'y pense et tu vois, je jette, vraiment, je vais aller chercher mon doigt sur le côté comme ça. Ouais. C'est pas quelque chose que j'entraîne consciemment, mais je sais que ça m'a marqué et je me suis dit, tiens, tu sais quoi, ça fait sens. Tu vois, ça fait sens parce que on stimule pas ces parties-là. Si on ne fait pas, peut-être, après, dans des sports, bien entendu, on les stimule plus que d'autres, mais c'est vrai qu'on est très focalisé, on a un peu cette vision tunnel et peut-être qu'on perd justement, pas peut-être, ça, d'après ce qu'elle dit, hein, c'est une professionnelle, on perd justement la capacité à explorer ces différentes zones parce qu'on ne les sollicite pas. Et comme dans tout le corps, c'est comme ça, hein, ce que tu n'utilises pas, Ouais, tu et perds. 70 à 90% des informations vont être visuelles. Donc, Ouais, si déjà tes yeux, et je fais référence encore au GPS, sont mal branchés, bah, tu vas ouais, pouvoir faire n'importe quoi à côté. Si tu captes mal ton environnement, ça peut être compliqué. Et ouais. si tu captes mal ton environnement, il y aura de la compensation. Et dès qu'il y a de la compensation, il y a des déséquilibres. Et Mhm. des déséquilibres, le corps essaie de compenser, donc va se fatiguer plus rapidement. Et il y a aussi un travail d'endurance visuelle. Mhm. Et c'est des petits détails qui sont bah, qui sont passés bas parce qu'on n'a pas l'habitude de les travailler, de les voir travailler. Outre-Atlantique, c'est beaucoup plus instauré, mais c'est ultra, 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 ultra important. Ouais, c'est intéressant. Tu as parlé également de réflexes archaïques. J'ai entendu ce terme plusieurs fois dans la francophonie. J'avais jamais entendu ça auparavant. Est-ce que tu pourrais m'éclaircir un peu là-dessus? Euh, alors, les réflexes archaïques, ça va être du domaine de la. euh, il y a plusieurs courants sur les réflexes archaïques. Les réflexes archaïques, c'est
quand on est dans le corps, dans le ventre de la mère, on va intégrer tout un tas j'essaie de vulgariser au max, tout un tas de réflexes qui vont faire que quand on va sortir, on va faire des choses innées. On va savoir agripper, on va savoir passer en quadripédie. Tout ça fait un rappel à l'ancien cerveau. Et c'est en relation avec le système nerveux. Les réflexes archaïques, ils sont testés par le pédiatre. Mais ils sont testés uniquement à la naissance. Et ces réflexes archaïques-là, il en existe plus de 70 et on va en tester que quelques-uns pour juste savoir si c'est OK. Mais sauf que des réflexes archaïques, s'ils sont mal intégrés, au fur et à mesure de notre vie, ça peut laisser des traces. Un réflexe archaïque qui est mal intégré peut laisser des traces au niveau cognitif, peut laisser des traces aussi au niveau émotionnel. Il faut penser que le réflexe archaïque, c'est une réponse du système nerveux par rapport au fait archaïque, hein, que ça soit intégré depuis longtemps et qu'on sache dès la sortie de notre mère faire certaines choses, alors que notre cerveau, le nouveau cerveau n'est pas encore suffisamment développé. Et il y a beaucoup de personnes qui travaillent autour de ça, autour de la réintégration des réflexes archaïques, qui sont les posturologues ou des personnes qui travaillent en reprogrammation neuroposturale. Et ça se fait aussi via des testings et via après de la réintégration. Ok, et quels seraient les réflexes archaïques dans ce cas-là qui sont les plus communs que tu ne vas pas retrouver chez certaines personnes? Bah, ce qui est intéressant, c'est de faire des tests de quadripédie, par exemple. Ça, on l'a tous fait quand on était plus petit. On est tous passés en quadripédie avant d'aller en bipédie. Tu peux te rendre compte qu'en fait, une personne qui va moins bien avoir sa quadripédie, ben, c'est que son réflexe est mal intégré. Par exemple, si tu as des réflexes plantaires, tu vas passer un petit pinceau ou un stylo sur la voûte plantaire d'une personne. Tu as soit son petit doigt qui va bouger ou soit ça bouge pas. Là, si ça te montre certaines informations, tu as des réflexes émotionnels comme le réflexe de Moro. Est-ce que tu es capable de te mettre debout, de mettre la tête en arrière et de te laisser tomber dans les bras d'une personne? Tu as des gens qui vont être complètement tétanisés. Ça veut dire que ce réflexe-là n'est pas intégré. Et tous les réflexes doivent être intégrés, entre guillemets, mais il y a des réflexes plus prioritaires que d'autres. Mais encore une fois, hein, et moi, avant pas très longtemps, je n'avais jamais entendu parler. Et ce qui est intéressant, c'est de découvrir aussi, pas des nouvelles sciences, mais de se dire, ah ouais, en fait, il existe ça. Et ça remet tout en question ton approche. Mais c'est hyper important d'ouvrir aussi d'autres portes, d'essayer de comprendre les rouages pour ensuite faire certains testings et puis passer la main à des experts. Mais là, on est dans l'univers de la neurologie, fonctionnelle. En tout cas, ouais, la neurologie, c'est tellement complexe. Quand tu discutes même avec des neurologues qui te disent qu'on en connaît si peu sur Ouais. le cerveau, tu vois, c'est pour ça que c'est toujours particulier quand on parle de tout ce qui est au final relié au cerveau, parce qu'on en connaît tellement peu. Et c'est pour ça que j'ai toujours trouvé très arrogant, moi, dans mon monde à moi, la préparation physique, où on explique on donne certaines conclusions rapides, nous, en tant que préparateurs, sur certains réflexes ou certaines choses, où je me dis, attends, comment nous, en tant que préparateurs, on a l'audace de donner de dire ce genre de choses, d'affirmer certaines choses, alors que les neurologues qui ont passé leur vie à étudier le cerveau se disent qu'on y connaît peut-être 10% sur le sujet. C'est toujours compliqué, mais en tout cas, c'est intéressant. Du coup, j'aimerais revenir sur deux trucs que tu as mentionnés. Enfin, premier truc que tu as mentionné au tout départ, où tu disais, tu as donné ton exemple à toi. Maintenant que toi, tu es professionnel et que tu as eu l'occasion de travailler avec différents athlètes de tout niveau, tu as mentionné le fait que tu pouvais performer lors des entraînements, mais pas lors des compétitions ou des matchs officiels. Et c'est un cas qu'on retrouve chez beaucoup de Ah ouais. personnes. Mm. Maintenant, avec une certaine rétrospective et avec cette connaissance sur ton domaine de compétences, quelle est l'analyse là-dessus? Qu'est-ce que tu fais avec ce genre d'athlète qui se retrouve face à ce dilemme? Comment ça se passe?
Ah ben ça, le profil qui performe pardon, en compétition, qui performe à l'entraînement et pas en compétition, c'est hyper fréquent. Et lui, il va te le traduire comme ça. Mais c'est le travail de recherche qu'il y a autour qui va être hyper intéressant et qui, des fois, va t'amener sur d'autres pistes. Ça peut être vraiment la clé, mais des fois, ça peut être lié à plein d'autres petites choses. Mais souvent, le premier cas, c'est un problème de lucidité. Mon approche, elle est en trois domaines, c'est lucidité, acceptation, focus. Lucidité, est-ce que tu es capable de comprendre ce qui t'arrive, ce qui se passe, ce que tu fais, pourquoi tu en es là, pourquoi tu performes pas? On travaille tout un tas de choses en lucidité. Une fois que tu es lucide sur ce qui se passe, est-ce que tu es capable maintenant de passer à la phase d'acceptation? Et cette phase-là peut durer plus ou moins longtemps. Une fois que tu as accepté, phase de focus, entraînement. Mais ce qui se passe, et généralement, c'est une grande partie de ce qu'on peut maîtriser, c'est l'hygiène de vie. Et ça, c'est tous les athlètes. Franchement, tous les athlètes, quand il y a une première intervention, il y a soit un problème de sommeil, soit un problème de nutrition, soit un problème aussi de gestion de l'énergie. Donc, comment arriver à préserver son système nerveux. Et ça, on le travaille grâce à des routines. Soit un problème aussi de bien-être. Et après, une fois que tout ça c'est réglé, parce qu'on peut le maîtriser, on peut mettre des choses en place, on va passer à des choses un peu plus profondes, qui est le travail de lucidité. Et là, c'est un premier travail d'introspection. Parce que moi, j'ai aucune formule magique, hein. Aucune formule magique qui dirait du jour au lendemain, tu vas être bon en compétition. C'est lui qui va devoir travailler sur soi-même. Et j'ai des outils, j'ai tout un tas de petites choses pour arriver à ça. Mais c'est lui qui va être acteur de son training. Et ça, je le mets vraiment en avant. Il n'y a rien de magique. Je ne suis pas un gourou. Il n'y a rien qui va se faire très rapidement. C'est un travail de fond qui va être important. Tu peux débloquer des choses très rapidement. Ça, oui, il peut. Mais tu peux pas vendre du rêve. Et Bien c'est un sûr. travail aussi d'exploration de plein de choses parce que c'est bien que tu poses cette question parce que l'athlète va dire ouais ben je performe qu'à l'entraînement et j'arrive pas à performer en compétition. C'est vaste. Qu'est-ce que tu veux faire de ça? Moi, tu me dis ça active plein de choses. Ça peut remettre en question énormément de choses. C'est pour ça que ah ben là, tu me dis ça, ben on va évaluer plein de choses pour peut-être trouver un axe après d'amélioration. Mais ça peut être plein de choses. Ça peut être même juste dû à la préactivation musculaire qu'il fait avant de rentrer sur le terrain. Rien que ça, tu vois. Et c'est pas mon domaine. Mais par contre, avec lui, j'ai travaillé pour qu'il arrive à me dire ça et être lucide sur ah ouais, je pense que c'est ça finalement. Ouais, on en revient sur Et cet aspect d'analyse globale et ouais, ce rôle-là que tu prends qui est intéressant. Et là où aussi il y a du travail à faire, c'est sur la gestion des émotions, le rapport que les athlètes vont avoir avec eux-mêmes, avec le stress. C'est un gros travail. Euh, on est face à des jeunes qui sont de plus en plus câblés. Vraiment, c'est fou. Ils réfléchissent vite, ils réfléchissent bien. Ils sont des fois même de plus en plus matures, mais ils sont de plus en plus stressés aussi. Stressés par leur environnement, donc ça va être du stress des fois physiologique qu'ils vont ressentir, mais ils vont pas savoir mettre des mots dessus, ou du stress psychologique. Je travaille énormément sur tout ce qui est la relation avec les pensées négatives et les pensées parasites. Je travaille énormément sur le fait, ok, on va essayer de recréer des pensées parasites, trouver des moyens pour les combattre. Et après, quand ça t'arrivera sur le terrain, tu auras les clés, les outils pour les affronter. Mais gestion des émotions, c'est un énorme sujet et c'est passionnant en préparation mentale. Pour moi, il y a vraiment deux grands domaines que j'adore travailler en préparation mentale, c'est la gestion des émotions et tout ce qui est lié à l'imagerie mentale, qui peut être utilisé des fois en prépa physique sur de l'imagerie. Imaginer un mouvement avant de le faire, s'octroyer une répétition supplémentaire avant de la faire en se l'imaginant. Il y a plein de méthodologies dans tout ça, mais ces deux univers-là, ils sont vraiment top.
Nice, nice. Intéressant, non, je trouve que c'est intéressant parce que c'est vrai que les athlètes, ils ont, comme on l'a dit au tout début, hein, ils ont cette charge de travail, cette pression, etc. Et je pense qu'ils devraient tous, ceux qui sont en tout cas, qui souffrent de ce genre de problème, je pense que c'est intéressant d'investir dans quelque chose d'externe, du moins. Si ça peut aider à chacun d'essayer, bien entendu. Mais je trouve que c'est intéressant de ce point de vue-là, moi qui ai l'occasion de travailler avec ces athlètes et qui sais à quoi ils peuvent être exposés. Ça, c'est quel est le dicton en français? L'envers de la médaille, le revers de la médaille. Ouais, C'est ça, ouais, non, mais c'est ça. On s'en rend c'est pas compte, clair. donc c'est intéressant. Du coup, tu as parlé également du fait que tout le monde est conscient de ça, du fait que tu as parlé d'endurance cognitive, du Mm. fait qu'on est très distrait, rapidement distrait. Est-ce qu'il y a des tips que tu pourrais donner, ou un en particulier, à la population générale, les gens qui nous écoutent? Ok, les gars, ça c'est un petit exercice que vous pouvez faire euh, pour, euh, pour arrêter d'être si facilement distrait, si je puis dire. Déjà, le premier type, c'est qu'il n'y a rien à voir avec. Enfin, rien à voir. Tout est tellement lié et connecté, donc Ouais. tout à voir, mais qui n'est pas de l'ordre vraiment de l'entraînement cognitif, c'est la respiration. Mhm. Ça, c'est le plus gros pilier. La plupart des athlètes que je reçois ne savent pas respirer, n'ont aucune éducation par rapport à la respiration, qui doit être nasale, diaphragmative, lente et contrôlée. Et rien que ça, appliquer une respiration nasale et diaphragmative au quotidien peut amener euh, pas mal d'aspects plutôt positifs en fonction de ce qu'il recherche, mais explorer des méthodes comme ça est assez intéressant. Arrêter de passer en buccal et avec les épaules qui se surélèvent. Déjà, chaque athlète que j'ai, ça peut être extrême, mais chaque athlète qui commence en coaching avec moi, je dis écoute, maintenant tu vas respirer de telle et telle manière. Donc, respiration nasale, lente et contrôlée, en gonflant le ventre à l'inspiration, comme si on avait un ballon de baudruche dans le ventre. Déjà, hors sport, juste au quotidien, parce que c'est un travail de routine, un travail du quotidien. On laisse la dimension sportive pour l'instant de côté, mais c'est assez intéressant. Marcher pieds nus, tout ce qui va être barefoot, ça me plaît aussi. Je saigne des yeux en voyant certains athlètes qui viennent me voir parce qu'ils ont des douleurs ici et là. Ils pensent que c'est psychologique, mental, etc. Alors que je les vois marcher sur des chaussures hyper compensées, avec des déséquilibres pas possibles, alors que c'est ma vision, hein, peut-être que. Voilà, mais retrouver aussi ce travail de capteur podal, d'avoir l'habitude de remarcher pieds nus, de travailler nos pieds, ça a énormément de bienfaits, tant aussi au niveau de la proprioception. Mhm. Et après, si on veut un petit hack aussi au niveau du cerveau, ben déjà, il faut bien l'alimenter avec des bonnes graisses. Ça, c'est important, des bons lipides, une bonne nutrition, mais aussi retravailler des tâches attentionnelles qui vont être plutôt longues. Gratuitement, lisez des livres. Ça, c'est très facile à mettre en place. Mais lisez des livres correctement, sans distraction à côté. Et dès qu'on a cette sensation d'avoir envie d'arrêter, d'avoir envie de lâcher, mais c'est là que le travail commence. Donc c'est pas là qu'il faut lâcher. Et une fois que vous êtes à l'aise en lisant un livre dans un environnement sensoriel plutôt clos, plutôt acoustique, mais essayez d'aller lire un livre dehors avec le bruit de la nature. Ok, vous y arrivez. Essayez de lire un livre maintenant dans les transports en commun. Ah, il y a du bruit partout, je me déconcentre. Ok, mais tu as trouvé ton seuil de travail. Maintenant, tu vas essayer de travailler de plus en plus dans les transports en commun en lisant un livre, tant de minutes, et puis après, tu vas s'habituer, tu vas progresser comme ça, comme ça. Et là, il n'y a pas besoin de technologie ou d'application. Si vous voulez des applications, Google, Play Store, App Store, c'est un univers incroyable pour avoir des applications d'entraînement cérébral. Trouvez-vous une application qui travaille la mémoire, qui travaille l'inhibition, qui travaille l'attention. Vous pouvez vous faire un micmac de plein d'applications, mais c'est la méthodologie qui va être importante. C'est pas juste faire pour faire. C'est toujours ayez une vision comme votre entraînement physique. Chaque semaine va être plus difficile et plus longue que la précédente. Exactement, une surcharge progressive jusqu'à arriver à votre seuil, à dire ah ben là je sens que je suis au max, je progresse plus. Ok, on a trouvé ton seuil, on va travailler juste en dessous. Et donc si vous faites de l'entraînement sur des applications avec des téléphones, on s'en fiche que ça soit quantifié avec de la data ou pas. C'est la tâche qui va être intéressante. Pas moins de
de 20 minutes. Ok. Et privilégier plutôt les applications avec de la complexité. Nice, nice. Vous savez quoi faire du coup, les amis. Mais c'est vrai qu'on oublie les bases parfois. Bien s'alimenter, bien dormir, se concentrer sur une tâche et le faire volontairement lorsque on sent qu'on a envie d'arrêter. C'est des trucs basiques au final, hein. Les bases, dans, peu importe le domaine, c'est marrant parce qu'on retrouve toujours les mêmes trucs. Ouais, oui. Après, bien entendu, on peut optimiser avec l'aide d'un professionnel comme toi dans chaque domaine. Donc voilà, les bases, les gens avancés sont ceux qui font très bien les bases et qui les font de manière répétée. C'est On strong n'invente pas la foundation. roue. Ouais, c'est ça. Comme dans Dans tout, tout. on n'a rien inventé, hein. C'est ça. Comme dans tout, on cherche parfois la pilule magique, alors comme tu l'as dit, ça existe pas. Du coup, Anto, j'ai la dernière question, la question spéciale du Case suis chaud pour clôturer tout ça. Si tu pouvais passer une soirée, un moment, avec une personne de ton choix, célébrité ou non, vivante ou non, qui serait-ce et pourquoi? Euh, Ouais, en plus, ça va te parler. Bon, ça va être un peu cliché aussi, mais c'est une personne qui m'a pas mal stimulé, entre guillemets, qui est une personnalité plutôt ouais, du monde sportif, mais plutôt de l'exploration. Mhm. Ça va être Mike Horn. Ah ouais. Euh, j'ai bouffé tous ces bouquins quand j'étais à Mhm. fond dans les guidages et l'aventure. Mhm. Et c'est lui qui m'a fait aussi apprécier l'univers du monde polaire. Cet Mhm. univers où euh, chaque, euh, chaque chose que tu fais doit être millimétrée, calculée et pas fait au hasard. Parce que chaque seconde peut te coûter, entre guillemets, ta vie. Parce que la transpiration de trop peut te coûter la vie. Le geste de trop et qui manque de précision peut te coûter aussi la vie. Et j'ai adoré me plonger dans cet univers-là. Et il m'a beaucoup aidé dans le fait aussi ben, voilà, de croire un peu en l'impossible avec son parcours. Et j'ai un petit peu de, on va dire, réseau dans ce monde-là. Mais il me manque le boss final à rencontrer Ça va et se j'aimerais faire. vraiment passer une soirée avec lui. Ça peut être cool. En plus, il aime bien les bonnes bouteilles, donc ça serait bien. Ah, bah, tu vois, tu sauras comment le séduire, Ouais, si on peut dire. Donc, ouais, c'est cool. Bah, tu vois, c'est même pas un but qui est inatteignable au final. Tu vois, c'est intéressant parce que c'est à ta portée. C'est à ta ouais, portée. bien sûr. Donc, on croise les doigts, espérons que tu puisses en sortir encore plus inspiré. Anto, où est-ce que les gens peuvent te retrouver? Je sais que tu fais des formations également pour les gens qui veulent se diriger dans ton domaine. Comment ça se passe? Dis-nous tout. Tes plateformes, etc. Ouais, c'est ça. Alors sur Instagram, Anthony Lespade, j'ai aussi ouvert une structure, un écosystème. Bah, tout ce que je vous ai dit sur l'idée de travailler en collaboration avec des experts, bah, je l'ai recréé sur Bordeaux, un écosystème de la performance qui s'appelle Ground Bordeaux. Donc c'est un lieu où on va y retrouver un pôle recovery avec un ostéopathe, avec bain chaud, bain froid, pressothérapie, cupping, game ready, etc. Tout l'univers de la récupération, une partie préparation physique, une partie préparation mentale et entraînement neuro avec de la technologie ou pas. Et une partie plutôt bureau pour des séminaires et des conférences, et ça s'appelle Ground Bordeaux. Pour toutes les personnes qui souhaitent se former au métier de préparateur mental, le métier n'existe pas, mais il y a des formations qui sont en bonne direction pour pouvoir aussi euh, légiférer tout ça et que le métier soit enfin reconnu. L'école dans laquelle je travaille s'appelle Focus Formation. Focus, l'école de la préparation mentale. J'y ai plusieurs cours, dont le cours sur l'entraînement cognitif. Je vous conseille, vous n'êtes pas obligé, mais cette école-là, si vous voulez vous former au métier de la préparation mentale, pour tout ce qui est univers de l'entraînement cognitif, du neuro, malheureusement, du côté de la France, il existe pas grand-chose. C'est difficile de trouver de quoi se former. C'est plutôt un ensemble de formations qui vont constituer tout ça. Ce que je vous conseille, c'est tout simplement
commencez à vous intéresser à l'univers des neurosciences, mais n'allez pas acheter la Bible des neurosciences du jour au lendemain, ça va être assez compliqué, plutôt par rapport à des podcasts, des TEDx, des livres pour enfants sur comment marche le cerveau, la neurophysiologie, la neuroanatomie, et explorer aussi des petites applications brain training sur les téléphones qui vont tester plein de choses. C'est ça qui est intéressant. Et après, sur les recherches, cherchez entraînement cognitif sur Internet. Vous allez pouvoir vous éduquer tout seul, même si, et je pense qu'on l'a vu, ça part dans tous les sens, mais c'est parce que c'est aussi un entraînement qui est assez nouveau, mais la méthodologie arrive petit à petit. Top. Donc, les amis, je vous invite à aller visiter tout ça. De toute façon, je rajouterai toutes les informations dans les show notes pour retrouver Anthony. Donc voilà, Anto, merci beaucoup pour ton temps. Ça fait Merci un à toi. plaisir d'en apprendre plus sur ta science, en espérant que ça pourra en aider quelques-uns. Nous, on se voit/parle très bientôt. Peace.